Bienvenue à cette conférence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je suis ravi de vous présenter l'agenda qu'on va suivre aujourd'hui, notamment une partie historique et généralité dans le domaine de l'IA. Ensuite, on va aborder des aspects plus techniques, des exemples dans votre vie quotidienne dont vous pouvez faire usage de l'intelligence artificielle. On va aussi parler de l'IA Act parce que je pense que cela impacte globalement tous les opérateurs professionnels, sachant que l'IA Act est en fait le RGPD de l'intelligence artificielle. On va voir quelques exemples quotidiens de l'utilisation de l'IA et puis des takeaways, c'est-à-dire des choses à retenir globalement autour de l'intelligence artificielle. Parlons de l'histoire de l'IA. Donc, je vais remonter assez loin puisqu'en fait, je vais vous parler de la première machine qui a été créée et dont l'objectif était effectivement de pouvoir simuler une addition, une soustraction en utilisant des roues dentées. Cette machine a été inventée par Pascal lui-même, le philosophe. L'objectif de cette machine a été de permettre à des gens qui n'ont aucune notion de la façon de réaliser des opérations d'addition, de soustraction, en fait, d'utiliser des roues dentées, des roues crantées, pour pouvoir faire cette addition-soustraction. Donc à l'époque, on peut se poser la question de savoir si ces premières machines pouvaient remplacer le cerveau humain, puisqu'en fait, un petit nombre uniquement de personnes étaient en mesure, en capacité, du coup, de faire des calculs. Et donc, on peut considérer que c'est la première machine qui est l'ancêtre de l'ordinateur, qui en fait était destinée à simuler une capacité humaine de calcul. Et donc en fait cette machine remonte à 1642. Je vous rassure, on va aller très très vite pour aller jusqu'en 2024. En revanche, je souhaitais simplement faire une petite chronologie de l'évolution des calculettes, puisqu'en fait, après cette première machine, eh bien, ils sont apparus plein de petites machines diverses et variées, l'arithmomètre, l'Aliton, le comptomètre, le comptographe, l'arithmomètre d'Odner, des noms tout aussi barbares les uns que les autres, pour vous montrer quelque chose qui devrait faire sens pour vous, puisqu'en fait, on se rend compte qu'entre 1642 et 1810, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'émergence technologique, et d'un seul coup, en fait, en 1851, sont apparues une multiplicité de machines capables de réaliser des calculs, toutes plus puissantes les unes que les autres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu effectivement d'un seul coup une multiplication des technologies avec des machines de plus en plus sophistiquées, de plus en plus capables de faire de plus en plus de calculs. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose avec les technologies actuelles et la course que font nos amis les GAFAM dans la performance de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. En tout cas, toujours est-il que se pose la question de ce qu'est exactement l'intelligence artificielle. Et j'aimerais ajouter ici une petite clarification, puisqu'il y a des personnes qui effectivement parlent de technologies qui simulent l'intelligence humaine. J'ajouterai une petite nuance sur une technologie qui simule les capacités humaines, notamment de vision, d'analyse, d'expression linguistique, de reconnaissance d'objets, de déduction, de traitement, de conception, bref, tout un certain nombre de tâches opérationnelles que les gens et les hommes font aujourd'hui en fait. Donc c'est vraiment ça l'objet de la technologie de l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui simule les capacités humaines. D'ailleurs, en 1956, le terme intelligence artificielle a été choisi par un consortium de scientifiques basés aux États-Unis dans le cadre d'une université américaine qui s'appelle le Dartmouth College. Et ils ont décrété qu'en fait, le terme le plus adéquat pour cette technologie serait la technologie de l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, ils ont posé le premier modèle mathématique du neurone formel, qui est en fait l'élément le plus constituant, le plus fin dans la technologie, dans l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'IA? En fait, j'aime bien arriver sur je dirais cette synthèse globale où en fait on se rend compte que dans l'intelligence artificielle, nous avons différentes composantes. Nous avons les systèmes experts qui permettent en fait de gérer la connaissance. En l'occurrence, dans les années 90, ce système permettait de faire des diagnostics médicaux sur la base de symptômes qui étaient remontés par les patients. Ensuite, nous avons toujours dans le domaine de l'IA
la technologie de traitement du langage. En fait, ce que vous voyez là dans ce graphique, c'est tous les éléments constituants qui soutiennent en fait les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'en fait, l'intelligence artificielle est composée de plusieurs thématiques scientifiques, informatiques différentes. Et en fait, chacune d'entre elles est une composante qui ont été agrégées dans les derniers projets d'intelligence artificielle, notamment le traitement de la voix qui a été de plus en plus performant pour passer de la voix au texte, du texte à la voix, donc la retranscription textuelle qui auparavant était très très compliquée jusqu'à dernièrement avec l'évolution des algorithmes. On a également le traitement de la vision en fait, qui est une composante essentielle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sans compter effectivement la planification et l'optimisation, qui est aussi une branche de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine également du transport, que vous devez certainement connaître. La branche de l'IA, ensuite, qui est un peu moins connue, parce que beaucoup plus élitiste et beaucoup plus technologique, scientifique, et tout ce qui est relatif aux mathématiques statistiques, au traitement du signal, aux algorithmes complexes, au machine learning, qui sont en fait des constituants les plus fondamentaux de l'IA, c'est-à-dire que dans tout système intégrant de l'intelligence artificielle, vous avez forcément des mathématiques statistiques, des algorithmes complexes, et également potentiellement des algorithmes de machine learning en fait. Euh, je vous ai dressé un tableau très très exhaustif. Retenez simplement que dans l'IA, nous avons de l'informatique, des maths et de la data. Simplement ça, avec des algorithmes plus ou moins complexes. Et ensuite, nos amis informaticiens, développeurs, scientifiques agrègent ces technologies comme on le ferait avec un Lego pour produire en fait une technologie d'IA particulière. C'est le cas d'OpenAI qui a mélangé plusieurs technologies différentes, les a combinées ensemble pour faire leur secret sauce, leur sauce secrète, permettant de produire leur application de chat en ligne avec la qualité qu'on lui connaît. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui change avec l'IA? En fait, auparavant, nous avions, avant que l'IA n'apparaisse, pour habitude d'avoir des données d'entrée, un algorithme qui était créé par un informaticien sur la base des règles métiers ou des règles décrites par le métier et qui permettait d'arriver à un résultat. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme, c'est un ensemble d'enchaînements d'instructions qui étaient mis en œuvre pour traiter les données afin d'obtenir le résultat qui était attendu par les gens du métier. Nous sommes ici face à un changement de paradigme complet et total parce qu'en fait, désormais, avec l'IA, on est capable de créer l'algorithme qui permet d'obtenir les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on va complètement repenser le système. Là où auparavant, on avait des données, on décidait ce que le système faisait et pour obtenir un résultat. Aujourd'hui, on a des données, on a le résultat et en fait, la machine, l'algorithme, va nous permettre de produire un ensemble d'instructions qui vont permettre d'obtenir le résultat. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir le comment, il nous suffit simplement d'avoir les données et les résultats pour, grâce à l'IA, produire le comment. C'est comme si en fait on avait découvert dans le domaine de l'informatique le GPS, puisqu'en fait on dit où on veut aller, on dit où est notre point de départ, et en fait la machine se charge de nous produire l'algorithme qui est l'équivalent de l'ensemble des instructions nécessaires à la production d'un programme cohérent, complet, pour obtenir le résultat demandé par l'utilisateur. Donc ça, c'est un changement fondamental, puisqu'en fait, les enjeux ne vont plus être dans l'algorithme et les données, ils vont être dans les données d'entrée et les données de sortie. Ça veut dire que toutes les entreprises sont destinées à devenir des entreprises de données, comme ce que disait le CEO de Google. Nous sommes dans l'ère des entreprises de données, data enterprise, comme il le dirait. On a également un contexte extrêmement innovant. En 1977, on a vu l'apparition des premières interfaces, comme vous le voyez ici. En fait, c'est des interfaces qui étaient assez, assez primitives. Et en fait, on arrive aujourd'hui sur des interfaces beaucoup plus élaborées, beaucoup plus évoluées, où en fait, on est passé de l'interface où on avait notre souris, notre écran, notre clavier, à aujourd'hui la possibilité d'interagir avec la machine et de mener des actions en utilisant la voix, la vidéo à travers la caméra, de façon beaucoup plus naturelle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, très innovant, et qui du coup transforme complètement les usages de la technologie informatique. Et ça s'est vraiment accéléré entre 2020 et 2024. Et je ne cite pas ici également les technologies autour
de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, dont vous avez commencé à entendre parler avec notamment les lunettes de Facebook, de Meta, les lunettes d'Apple. Donc on a un vrai bouleversement en termes de contexte et d'interface homme-machine pour connecter l'homme en fait je dirais, à la machine de façon plus globale. Alors, le grand public ensuite a découvert, vous y compris dans l'assistance, ChatGPT. ChatGPT, pour vous donner une définition simple, c'est une technologie qui utilise les statistiques pour prédire le prochain mot d'une phrase à partir de toutes les données, c'est-à-dire toutes les phrases, et de tous les mots qu'il a pu avoir en entrée, dans la phase dite d'apprentissage. En fait, on appelait cette technologie la technologie des LLM, les Large Language Models. Si je dois simplifier, imaginez qu'on a un système informatique qui a en entrée des milliards d'ouvrages, des milliards d'ouvrages, et que par exemple, nous avons un chat est un animal, un chat à quatre pattes, un chat aime miauler, un chat aime manger de la viande, un chat aime ronronner, un chat a un pelage, un chat mange des souris, donc un ensemble de phrases qui font un certain sens pour nous, mais pas pour la machine, qui ensuite va les analyser de façon statistique, et quand elle verra se produire devant elle un début de phrase comme un chat à trois petits points, elle va naturellement pouvoir retrouver les premiers éléments les plus probables d'apparaître. Ici, par exemple, un chat aime miauler. Et quand on aura en fait des phrases qui seront à compléter, comme un chat, trois petits points, des pattes, on va pouvoir savoir que la machine va statistiquement dire, et cela va vous sembler logique également, qu'en fait un chat a quatre pattes. Et un chat aime manger de la viande ou des souris, puisqu'en fait on va avoir une probabilité, si jamais le choix de la viande n'est pas bonne, d'un point de vue statistique, ce sera effectivement au niveau des souris. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est les LLM, les Large Language Models, je voulais vous montrer un petit graphique très intéressant que vous pourrez avoir après la conférence autour de l'expansion de cette technologie qu'on appelle IA générative. Donc IA générative, rappelez-vous, c'est la technologie qui permet de générer des phrases sur la base d'un ensemble de phrases, de mots, de livres qui ont été stockés auparavant au niveau de la machine d'intelligence artificielle. Et on voit là en fait une accélération, un peu comme à l'époque, vous savez, de la pascaline, du comptomètre. Et donc il y a une sélection naturelle qui va se produire par rapport à l'utilisation des IA, par rapport à leur intérêt également dans l'usage au grand public. Et on voit ici en fait l'intérêt de ce graphique est véritablement de voir les influences de chacune je dirais, des grandes tendances dans le domaine de l'IA, notamment des IA chinoises dont on n'entend pas parler, des IA plutôt de Google, de Meta, de Facebook, de Microsoft et de d'OpenAI. Je tenais à vous présenter la généalogie de la technologie de l'IA générative qui se décompose globalement en 4 branches différentes parce que chacune porte des technologies fondamentalement différentes et donc c'est des briques de Lego qui ont été créées par les GAFAM différemment en fonction effectivement de la meilleure adaptation par rapport à l'utilisation et on voit effectivement que la branche GPT que vous voyez à droite ici est la branche la plus adaptée à la génération de texte et donc effectivement c'est principalement l'arbre généalogique des technologies de l'IA générative. J'en viens maintenant à l'IA. Je ne pouvais pas ne pas parler, si je parlais de l'IA générative, de l'IA Act. L'IA Act, en fait, est l'ensemble des composantes réglementaires qui ont été posées par l'Union européenne pour réglementer l'utilisation de l'IA et prévenir les dérives de son utilisation, dont notamment, effectivement, des cas d'usage qui ont été définis par l'IA Act comme absolument inacceptables, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui aujourd'hui aux États-Unis n'est pas réglementée, ni en Chine, ni ailleurs dans le monde. En France et en tout cas en Europe, cela a été rendu, comment dirais-je, a été considéré comme un usage interdit par l'Union européenne, de la même façon que le scoring sur la base d'une personne qui est identifiée nommément est également un usage interdit dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ensuite, tous les usages relatifs à un risque élevé, notamment dans le domaine de la sécurité, de la santé, des droits fondamentaux, de la justice, l'identification biométrique, ont été réglementés avec des conditions d'utilisation de la technologie pour se conformer à la doctrine européenne sur la considération démocratique et également de liberté autour de ces technologies. Ensuite, on a tout ce qui est risque limité avec
des autorisations nécessaires pour pouvoir utiliser la technologie, notamment dans l'image, la vidéo, générée par l'IA, où en fait, il y a une obligation des entreprises qui utilisent ces technologies-là de notifier l'usager qu'il est face à une image qui a été façonnée par l'intelligence artificielle. Enfin, tout ce qui est caractéristique des risques faibles ne nécessite pas de déclaration préalable et particulière des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle en fait. Maintenant qu'on a balayé un peu l'historique, le contexte de l'IA, je vois venir, en fait, ça fait un petit quart d'heure voilà, que je vous présente des choses théoriques. Rentrons maintenant dans la pratique avec quelques éléments de démonstration que je vous propose, mais d'abord un petit tour d'horizon de tous les outils disponibles. Alors, je vous rassure, on ne va pas passer tous ces outils en revue. En revanche, ça montre vraiment que l'écosystème dans le monde de l'intelligence artificielle est véritablement dense, riche et prolifique, à tel point que on peut considérer que toutes les heures, il y a une start-up qui se crée dans le domaine de l'IA, aussi vite qu'il y a une start-up effectivement qui disparaît à l'échelle mondiale. Donc on a effectivement ici, vous avez tous les logos principaux de plein, je dirais, d'acteurs qui en fait sont segmentés par composantes autour de l'IA depuis la partie la plus, je dirais, basse, notamment le machine learning, jusqu'à la partie la plus haute et même la partie hardware en particulier qui est nécessaire à l'exécution, je dirais, de l'intelligence artificielle sur des machines dédiées et spécifiques. Vous avez également ici un prisme plus orienté fonctionnel. Donc, dans le diagramme précédent, on était vraiment sur les composantes techniques de l'intelligence artificielle. Et là, on est plus sur les composantes, je dirais, métiers, avec une décomposition où vous avez en fait par thématique, par productivité, tout ce qui est santé, par apprentissage, de l'ensemble des produits qui peuvent être utilisés ou qui intègrent l'utilisation de l'intelligence artificielle, souvent des produits plutôt américains, mais également quelques produits qui sont européens, notamment dans la prise de notes et également dans la mise en avant des marques. Ici, par exemple, on a l'ensemble des, comment dirais-je, des applications qui se permettent de générer des images. Ici, des applications qui permettent plutôt de créer des designs à partir d'un prompt. Je ne suis pas revenu sur cette notion de base du prompt, mais le prompt qui est en fait la phrase qu'on injecte au niveau de l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat auprès de celle-ci. Donc en fait, GenAI Prism fait de la veille régulière sur le marché de l'intelligence artificielle selon les différents métiers existants. Et c'est une belle référence pour vous permettre effectivement de faire de la veille ou de voir l'utilisation de l'IA de façon plus générale et globale. Ensuite, effectivement, comment dirais-je, on a également encore d'autres sources techniques ici. Alors, une vraie vigilance à avoir, puisqu'en fait, dans le domaine de l'IA, il y a des outils qui émergent, des outils qui disparaissent, et en l'espace d'un mois, en fait, vous pouvez très bien commencer à utiliser un outil qui finalement, le mois d'après, n'est pas utilisable. Donc, je vous invite à une vraie prudence quand vous commencez à utiliser des outils dans le domaine de l'IA, parce qu'on n'a aucune certitude de leur pérennité, sauf bien entendu quand ils sont développés par des grands majors comme Google, Microsoft, ou encore Claude, ou d'autres acteurs, ou Meta, ou d'autres acteurs dans le domaine de l'IA. Donc là, en fait, on a une catégorisation de l'ensemble des outils par typologie, pour la génération de texte, pour le traitement de la vidéo, pour le traitement de l'audio, dont la synthèse vocale, dont vous avez une démonstration avec mon double digital que j'ai utilisé tout à l'heure. Une partie également voix, une partie prise de notes, une partie productivité, une partie codage. Donc en fait, là, on a également une liste d'outils d'intelligence artificielle, mais plus orientés techniques, notamment par rapport à ce que l'on peut faire avec, en fait. Alors là, vous avez un joli pictogramme, en tout cas un joli diagramme avec l'ensemble comment dirais-je, l'ensemble des technologies et une stack technique. C'est très orienté technique, c'est toutes les composantes technologiques qui sous-tendent à la réalisation, ou en tout cas à la réalisation d'une application dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a un super acteur français qui est Daitaku, qui est en fait un acteur qui a permis en fait de traiter les données et de les visualiser de façon très très aisée
et qui permet de très facilement traiter les données dans le domaine de l'IA sans avoir trop de connaissances particulières, mathématiques, algorithmiques, pour les traiter. Donc je ne pouvais pas manquer de citer Daitaku, qui est dans un projet en IA, un acteur intéressant. Allez, maintenant commençons à rentrer dans des choses un peu plus ludiques, dont notamment effectivement Promaï pour la création d'images, que ce soit des images de sketch, des images vectorielles, des images photoréalistes, dans le domaine de l'IA. On a également Flicky.ai, qui est une belle technologie permettant effectivement de créer une vidéo marketing en quelques minutes. On pourra, en fonction du temps qui me reste, faire une démonstration là-dessus. On a également d'autres outils comme Cut Pro qui permettent de générer directement des photos, des images à partir de photos existantes, d'effacer des fonds d'écran. On utilise également, nous, Copy.ai qui permet en fait de générer un workflow permettant de créer de façon dynamique du contenu à destination de publication sur les réseaux sociaux, sur la base, bien entendu, d'informations, de descriptions et de la mise en avant de descriptions produits, descriptions, je dirais, d'articles. On utilise également une autre IA qui s'appelle Lixi, qui est édité par une entreprise belge basée à Bruxelles et qui permet automatiquement de faire des comptes rendus de réunion. Justement, au cours de notre conférence d'aujourd'hui, mes chers collègues vont vous en ont parlé au début, puis vous mettront à disposition le résultat de l'ensemble des enregistrements faits sur les tables rondes, puisqu'en fait, l'IA Lixi permet de synthétiser, résumer, classifier, caractériser avec un certain nombre de prompts comment dirais-je, une présentation complète. Et c'est très très utilisé aujourd'hui parce que la notion de prise de notes est de plus en plus désuète, puisqu'en fait, une IA va être capable de transcrire tous les différents échanges qui se passent au cours d'une réunion. Cette IA, en l'occurrence, est capable de transcrire les échanges autour d'une table de vive voix, ou plus particulièrement en visio, avec un niveau qualitatif très 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 intéressant, dépassant même celle de Microsoft. Et le petit bonus que j'aime bien citer, c'est qu'effectivement cette solution est ISO 27001, donc a un niveau de sécurité très élevé, notamment pour comment dirais-je, très élevé dans le domaine de la sécurité informatique, sachant que les données sont stockées en Europe, en l'occurrence en région parisienne. J'utilise également, et vous avez pu le voir certainement, en fait, une application de génération de vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, AGen est une super application qui, à partir d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio, est capable de composer une vidéo sur mesure, sur demande. Ça vous évite de perdre trop de temps dans la rédaction du texte, dans les prises de vue, et ça fait économiser un temps fou pour de vidéos explicatives, marketing, de onboarding, sachant qu'en plus on peut traduire la vidéo dans 127 langues différentes, donc on est capable d'adresser tout de suite, grâce à ces vidéos et du contenu marketing, et sans avoir à dépenser trop de moyens, des marchés internationaux. On utilise également, vous avez également l'outil Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un outil de synthèse vocale. Vous aurez remarqué que ma voix était légèrement différente de ma voix actuelle dans la première vidéo introductive, puisqu'en fait, elle a été générée à partir d'un clone de ma voix pour avoir une voix digitale facilement clonable en fin de compte. On pourra également faire un petit test sur Suno AI, suno.com, qui est en fait une super application qui permet en fait de générer à partir d'un prompt une musique complète de A à Z, composée, et qui est assez bluffante. Nous pourrons voir avec mes collègues si ils ont le temps de vous faire une démonstration live de cette super application. On a également Dora, qui est une application qui permet en fait de générer un site internet avec un prompt, de la même façon que Hostinger, et de la façon dont j'ai généré également un site dédié à l'application, à notre conférence d'aujourd'hui, en utilisant des prompts, en utilisant l'IA, en utilisant un certain nombre d'outils. Vous avez également Delphi AI, qui est un super outil que vous pouvez utiliser pour... en fait, c'est un outil qui synthétise l'ensemble des ouvrages publics
d'un certain nombre de personnalités connues, des personnalités philosophiques qui font partie de l'histoire philosophique, par exemple Confucius, par exemple même Pascal. Et en fait, vous avez la possibilité de dialoguer avec eux, sachant que vous avez une IA qui va synthétiser l'ensemble de la vision idéologique de l'avatar digital de la personne qui a été digitalisée. Donc c'est très très intéressant. Vous avez peut-être même des ouvrages ou des documents que vous avez rédigés. En fait, vous pouvez l'intégrer pour générer votre double digital avec qui les gens pourront dialoguer. Donc c'est une application assez intéressante et assez intéressante à regarder. Euh, Au-delà de toutes ces applications dans le domaine de l'IA, très concrètes que vous pouvez utiliser au quotidien et souvent avec un modèle gratuit, donc vous l'utilisez en freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans un premier temps jusqu'à un certain niveau gratuitement, puis ensuite vous devez payer, mais attention, rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, euh, aux applications qui existent en février mais qui n'existent plus au mois de mars ou d'avril par exemple. Vous avez des applications également qui sont dédiées à la possibilité de raccourcir en fait votre temps. Vous avez une super vidéo qui dure 1 heure, vous avez envie d'avoir le minimum, en tout cas vous n'avez pas beaucoup de temps pour pouvoir analyser le contenu et vous devez le faire en réunion. Avec cette application et bien d'autres encore qui existent, vous pouvez, c'est des applications spécialisées dans la synthèse et le résumé de vidéos YouTube qui sont particulièrement longues. On a également d'autres cas d'usage qu'on a identifiés qui sont par exemple la création de CV à partir de l'audio. C'est-à-dire qu'ici c'est une application qui permet en fait à partir d'un enregistrement audio de générer le CV d'une personne et également de générer des offres d'emploi, de générer des documents selon un modèle déterminé. Bref, je pourrais passer des heures, une journée entière, des jours à vous parler de toutes les technologies qu'on peut utiliser au quotidien en utilisant l'IA, sachant que les technologies principales, vous les avez déjà, c'est ChatGPT, avec le bon prompt, malgré tout. Et comment dirais-je, vous faire une petite synthèse, puisque le temps m'est compté, de quelques takeaways, des choses à prendre et afin que vous partiez riche en contenu. J'espère en tout cas que ça a pu vous intéresser. Euh, la première chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est quand même que de la même façon qu'un marteau est le meilleur outil pour enfoncer un clou, l'IA est et ne reste qu'un outil. Certes, c'est un outil très puissant, il permet de résoudre des problèmes, il permet de facilement naviguer dans la connaissance, il permet également d'apprendre, et il est composé d'un ensemble d'outils avancés, évolués, puissants, se basant sur l'informatique ainsi que les mathématiques statistiques. Donc c'est un véritable outil très puissant, mais ça reste un outil et c'est vous qui maniez l'outil. Quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a une sous-estimation très très forte du vrai prix des services en ligne de l'IA. C'est-à-dire que tous les éditeurs sont dans une phase d'acquisition. Cela signifie qu'ils sont véritablement pas au niveau de prix qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous payez un service 20 $, en vérité, l'éditeur perd de l'argent, mais ils sont en phase d'acquisition de marché, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Potentiellement, le vrai prix que vous paierez de ces services-là sera sur un facteur de 10 à 20 dès lors qu'ils se seront rendus indispensables. Et c'est une vraie politique dont il faut être conscient et dont il faut avoir euh, sur lesquels il faut être très 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 prudent. La consommation énergétique de l'IA, de même, pose de véritables questions, sont des véritables sujets, puisqu'en fait, une requête d'IA générative est 10 fois plus consommatrice en énergie qu'une requête de Google. Et l'impact environnemental est également très très élevé dans l'utilisation massive de l'IA générative. Un autre point essentiel dont vous devez avoir conscience, c'est effectivement la sécurité des données. Surtout, surtout, s'il vous plaît, ne mettez au grand jamais des documents confidentiels dans le prompt d'une IA générative sous Google, sous Microsoft, sous ce que vous voulez. Soyez vigilant là-dessus et sachez bien que vous devez utiliser l'IA générative dans un environnement professionnel sécurisé par vos services IT. C'est extrêmement important, surtout à l'heure où la cybersécurité est un enjeu majeur. Euh, on a également parlé de l'importance de la révolution de la nouvelle interface qui permet de dialoguer avec la machine beaucoup plus facilement qu'avant en langage naturel. Donc cela a un véritable impact global qui va transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne et professionnelle. Enfin,
La composition de l'IA, c'est simple, je vous en ai parlé, c'est de l'informatique, c'est des mathématiques et c'est des algorithmes très élaborés et avancés. Il n'y a pas de magie, c'est des maths, de l'informatique et des algorithmes statistiques. Les entreprises sont en train de changer de paradigme en passant, je dirais, des entreprises classiques à des entreprises qui vont être des entreprises de données. Donc l'or des entreprises et la valeur des entreprises va désormais être très 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 centrée sur les données. On a parlé également de l'IA Act européen, qui est l'équivalent du RGPD européen dans le monde de l'IA, et dont l'objectif est de préserver la vision européenne de l'IA pour ne pas se faire cannibaliser par une vision chinoise ou américaine de nos valeurs. Ensuite, un point essentiel, auparavant, on disait que souvent l'IA, avant l'IA, on disait si vous y avez pensé, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre l'ait déjà fait. Avec l'IA, désormais, nous disons plutôt si vous y avez pensé, multiplié par 10, voire par 20, l'effet que vous imaginez, vous serez proche de la réalité. Ensuite, je voulais parler très très vite des hallucinations de l'IA. En fait, les hallucinations de l'IA sont le résultat de l'approximation de la résolution numérique qu'on lui demande de faire quand on l'interroge. En fait, c'est une machine statistique et donc elle n'a pas de résultat exact. Et en fait, ces hallucinations, on en parle ainsi pour le vulgariser, mais c'est juste une mauvaise approximation où en fait, au lieu de donner un résultat de 1, elle donne un 0,98, 0,97 qui s'approche du bon résultat mais qui est incorrect en fin de compte. Voilà, le fonctionnement du LLM, nous l'avons vu ensemble. Ça se base sur la probabilité de prédiction du prochain mot d'une phrase qui est déterminée par une machine statistique et des algorithmes avancés en fait, et qui permet de générer une réponse cohérente par rapport à votre demande initiale. L'IA comme assistant selon l'IA Act. Alors ça, c'est très important en fait. L'IA Act, dans la vision européenne, l'IA doit absolument rester un outil pour assister l'utilisateur et ne doit en aucun cas décider. Ce qui, dans certains pays, n'est absolument pas le cas, comme au Brésil, comme ailleurs dans le monde, où en fait l'IA est en mesure de prendre des décisions autonomes qui peuvent impacter directement la vie et la sécurité des gens. Donc en Europe, on considère toujours que c'est une assistance que fournit l'IA. Enfin, nous parlons également de transparence dans l'utilisation de l'IA, et notamment, je dirais, vis-à-vis des éditeurs qui ont des responsabilités dans l'usage de l'intelligence artificielle, de la même façon que vous, utilisateurs professionnels, devez citer quand vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos documents commerciaux ou dans votre activité. Conclusion, et je terminerai là-dessus, c'est une évolution constante dans le domaine de l'IA. Il y a un équilibre éthique qu'on essaie de chercher, qu'on essaie de trouver en Europe, avec une régulation nécessaire, sachant qu'effectivement l'avenir de l'IA est très prometteur, mais présente effectivement de nombreux défis. Merci encore beaucoup pour votre attention, et je vais laisser à mes collègues le soin de dérouler la suite de cette conférence, et encore merci beaucoup.